Bonsoir, nous sommes le mercredi 22 juin. Vous regardez le 7-8, le journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition où, comme chaque jour, nous reviendrons sur l'actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres. Le premier jour des soldes, c'est aujourd'hui et jusqu'au 2 août, un moment très attendu par les commerçants qui espèrent revoir leur chiffre d'affaires à la hausse après une période de creux en raison de la météo. Reportage dans plusieurs centres commerciaux pour voir si les clients étaient au rendez-vous. Saint-Quentin en Yvelines et l'ALEC, l'agence locale de l'énergie et du climat, lance une plateforme de rénovation énergétique. Ce guichet unique s'adresse aux Saint-Quentinois souhaitant se renseigner sur les travaux de rénovation de leur habitation. Et 275 millions d'euros, c'est le prix de la maison la plus chère du monde. Elle se trouve dans les Yvelines, à Louvciennes. Nous partirons sur la piste de son propriétaire. Et c'est la délivrance pour les lycéens de terminale. Le bac s'est enfin terminé, au moins jusqu'au résultat, avec peut-être les rattrapages. Les dernières épreuves se sont déroulées aujourd'hui avec les mathématiques pour les filières ES et les L. Les scientifiques, eux, ont passé les épreuves de biologie, mais le répit sera de courte durée. Les futurs bacheliers doivent attendre le 5 juillet pour connaître le verdict. Mais aujourd'hui, le stress n'était pas à l'ordre du jour d'écouter ces élèves du lycée de Villarroy de Guyancourt. Ils étaient plutôt confiants au micro de Patrick Jacques de Dixmude et Nicolas Dandry. On s'est enfin délivré en fait. J'ai pris mon temps, j'avais largement le temps de le faire. Il y a des questions dures, j'ai passé. J'ai confiance en moi, j'espère que je vais avoir une bonne réponse et que je ne vais pas le rattrapage parce que j'ai envie de profiter de mes vacances et voilà. J'ai passé les maths. Franchement ça a été, je pense que je m'en suis bien sortie et je verrai bien, mais là je suis confiante là. Je redoute pas trop le 5 juillet parce que je me dis tu vas l'avoir. Bon après si je l'ai pas ça va être autre chose, mais non franchement là c'est zen et le 5 ce sera un peu de stress mais ça devrait aller. Ils vont pouvoir profiter du soleil, bien sûr. On leur souhaite bonne chance pour les résultats. Et je vous le disais, en titre, les soldes ont débuté ce mercredi matin à 8h. Un rendez-vous incontournable pour les commerçants qui réalisent une partie importante de leur chiffre d'affaires annuel à cette période. Alors comment les centres commerciaux du département gèrent-ils ce moment? Les consommateurs s'intéressent-ils toujours aux soldes? Nous nous sommes rendus à One Nation Paris et Paris 2 pour en savoir un peu plus. Un reportage signé Fanny Bourdillon et Mélanie Poquet. 8 heures, c'est parti pour le grand marathon des soldes. Dans ce centre commercial outlet des Clés-sous-Bois, cette période représente 20% du chiffre d'affaires annuel. Cette année, elle s'annonce particulièrement importante suite aux intempéries où les ventes étaient en baisse. Alors, pour attirer les clients vers leur boutique, les commerçants mettent en place des opérations spéciales. Aujourd'hui, on a démarré les soldes à 8 heures en offrant une remise supplémentaire de 10% sur toutes les boutiques supplémentaires sur les soldes. Et nous avons offert un petit déjeuner dans tous nos restaurants. Une preuve que ces opérations marketing fonctionnent bien, 1 heure après l'ouverture des soldes, la fréquentation a déjà augmenté de 20%. Les clients répondent présents et sont ravis. C'est formidable, on est accueillis avec un petit déjeuner, il n'y a pas trop de monde, il fait beau, que du bonheur. Je trouve que c'est sympa parce que surtout quand vous proposez le petit déjeuner, c'est super, on passe un bon moment avant attaquer les soldes, donc je trouve que c'est bien. Très bien, très calme en plus, donc c'est très agréable, on a des réductions supplémentaires en venant tôt, donc on s'est levé tôt. Les ventes privées et le e-commerce défavorisent parfois les soldes, mais au Chénet, pas d'inquiétude. Les 180 enseignes du centre sont confiantes. Les soldes restent un rendez-vous incontournable. Comme le premier semestre a été un petit peu compliqué en raison effectivement d'un climat social chargé, d'une météo qui a été assez peu clémente, forcément il y a du stock, il y a une envie de vendre, de faire de la place pour la nouvelle collection et les clients aussi ont envie de s'équiper pour avant de partir en vacances. Donc il y a un enthousiasme et une envie partagée. D'une façon générale, on n'a pas trop à se plaindre vu l'historique de notre magasin. On arrive à tenir nos chiffres régulièrement et ce depuis un certain nombre d'années. Pour les soldes de cet été, le panier moyen des Français devrait s'élever à 300 €, soit une augmentation de 55 € par rapport à l'année dernière. Et il est temps à présent de passer à notre entretien. Nous accueillons au plateau Jacques Costil, nouveau président du Lions Club de Montigny-le-Bretonneux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été nommé la semaine dernière président du Lions Club, à la suite de Fernand Roméo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Lions Club? Quelles sont ses missions pour ceux qui ne connaissent pas cette institution? Alors, le Lions Club, ce n'est pas une secte, contrairement à ce qu'on peut entendre, mais des personnes, des bénévoles, des hommes, des femmes, qui donnent de leur temps pour essayer de monter des manifestations. Et ces manifestations, chaque euro gagné est reversé aux associations
locale ou nationale, selon différents critères qui sont décidés par le club et pour permettre à ces associations de mener à bien leurs projets. Alors quelles sont un petit peu les valeurs du lyonisme? La principale valeur, c'est l'éthique, c'est l'écoute de tous, c'est-à-dire que lorsqu'on travaille et lorsqu'on est en réunion, on n'est pas à deux à parler. Il y a une personne qui parle et on s'écoute mutuellement. Et ça, c'est une valeur fondamentale. Donc vous aidez beaucoup d'associations, mais Oui. indifféremment, est-ce qu'il y a des associations de prédilection auxquelles vous reversez des fonds? Alors, lorsqu'on organise une manifestation, on annonce au préalable pour qui va être destinés les fonds du bénéfice fait sur la manifestation, comme la prairiale, connue de beaucoup de gens des environs. On sait que c'est reversé pour les chiens guides aveugles. De Buc. Notamment. Là, on leur a versé un chèque de 6 000 euros. Lorsqu'on organise Armanet, qui va avoir lieu le 22 et le 23 octobre, à la ferme du Manet, eh bien, ça va être destiné aux personnes handicapées, enfin, aux associations qui s'occupent de personnes handicapées. Et nous avons également une convention avec le CHR Equinox, donc on reverse également 2 000 euros à Equinox, qui est un établissement pour les femmes violentées. Alors du coup, vous organisez des initiatives pour collecter de l'argent et donc les redonner ensuite à d'autres associations. Il y a une forte mobilisation à Saint-Quentin-en-Yvelines, aussi à Montigny-le-Bretonneux. Il y a beaucoup de bénévoles. Sur le club de Saint-Quentin, on manque de personnes. On a 13 personnes. Il faudrait qu'on se renforce de 5-6 personnes, ça serait bien. Parce que quand il faut monter les grilles Armanet, c'est... Pour un club qui vieillit, qui a plutôt tendance à vieillir, ça serait bien de pouvoir se rajeunir. Mais on a de l'espoir parce qu'on a été contacté par les STACA, les STACA qui est une école d'ingénieurs, et on va peut-être arriver à recréer un club Léo. Donc voilà, du 109 qui peut arriver dans ce club, ça serait très intéressant. Et on a un autre projet qui s'appelle Prêt pour la vie, qui est 2 personnes qui viennent d'un club pas loin de chez nous, d'Elancourt, et qui ont suivi un cursus psychologique pour soutenir les enseignants ou les éducateurs dans les centres de loisirs lorsqu'il y a des petits jeunes qui perturbent un peu, qui sont un peu violents ou autres. Et donc, ils aident à apporter une réponse à ces actes de violence. Alors il y aura un partenariat, vous le disiez, avec les élèves de l'Estaca. Quelles sont un petit peu les missions des bénévoles au Lions Club? Si certains souhaitent vous rejoindre, qu'ils s'imaginent un peu ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont apporter. Chacun trouve sa place dans ce qu'il souhaite, il choisit. C'est-à-dire concrètement que concrètement, s'il aime les fleurs et les jardins et qu'il souhaite apporter un peu de son temps sur cette manifestation, pour aller soit visiter des manifestations identiques, et choisir quelques commerçants qui pourraient venir nous rejoindre. Si c'est du côté de l'art Armanet, voir un peintre ou un sculpteur et nous le dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à travailler avec cette personne. Et Armanet, c'est ce qui a servi également à mettre toutes les tableaux à Gérondicap. Et le Lions Club a également payé la voiture de Gérondicap. Alors justement là, avec le dernier événement qui a lieu au Prairial, vous avez reversé plusieurs chèques à des associations locales, donc les chiens guides aveugles de Buc, également l'Equinox. Il y a d'autres associations qui vont vous tenir à cœur. Je sais que vous êtes également président de la FRT, l'association pour la recherche sur la trisomie 21. Est-ce que il va y avoir peut-être des initiatives dans ce sens? Vous allez vous diversifier? Alors à titre personnel, j'aimerais éviter le mélange des œufs. Ensuite, à la vérité, c'est que le président sortant a souhaité reverser 1 500 euros à la FRT locale, la FRT 78, que nous avons créée en février 2014. Mais moi, à titre personnel, j'ai une certaine éthique aussi. Et donc, il n'y aura pas
durant ce mandat-là, cette année-là, d'argent reversé à la FRT parce que je souhaite garder une certaine éthique. Vous investissez beaucoup donc, dans les associations, donc, à l'AFRT, Oui. dont vous êtes le président. Maintenant, le Lions Club, ça fait 13 ans que vous êtes donc, bénévole au Lions Oui. Club. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, je me suis engagé dans le handicap parce que je suis touché par la naissance de 2 enfants handicapés. Et donc, j'ai été adjoint au maire en charge du handicap de 89 à 95. Et en 2003, j'ai écrit un livre qui s'appelait Réflexions sur le handicap. Et j'ai vu lors d'une dédicace une personne venir me voir, me dit, tiens, voilà, je suis Guy Sauzet, je veux être président du Lions Club de Montigny. Est-ce que vous pourriez passer, dédicacer vos livres? Donc je suis allé à la rencontre de ces gens, de ces personnes, et j'ai vu que finalement, on défendait la même cause. Donc, plus cette invitation, je me sentais redevable vis-à-vis de ces gens-là, et je me suis voilà, lancé dans cette aventure, dans cette belle aventure, un club d'amis où vraiment on est vraiment maintenant des hommes et des femmes. À l'époque, il n'y avait que des hommes, maintenant il y a la mixité. Et donc, et normalement, la personne qui sera la future présidente sera une femme, d'ailleurs, à ma demande. Très bien. Est-ce que justement, sous votre présidence, parce que pour l'instant, voilà, c'est vous qui êtes en charge de ça, il va y avoir du nouveau au Lions Club? Vous allez peut-être, je ne sais pas, amener de nouvelles dynamiques, des projets peut-être spécifiques? Alors, je ne vais pas tout bousculer. On a toutes les manifestations qui sont déjà en place, qui commencent à être connues. Ce n'est pas le moment de tout changer. Mais 2017, c'est le 100e anniversaire de la création des Lions Club. Donc, je vais essayer, avec les maires, essayer d'organiser une journée spéciale 100 ans Lions dans le monde. C'est important. Le prochain événement, c'est en octobre, oui. C'est ça? Armanay. Armanay. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Comment on peut y participer? Comment? Eh bien, les gens qui viennent, en entrant, ils donnent une petite somme. Et cette petite somme, multipliée par le nombre d'entrées, va faire des grandes rivières. Et tous les artistes qui viennent payent un prix de place. Et tout est reversé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, aux associations locales qui souhaitent, comme nous avons aidé du Fun pour tous, etc. Merci beaucoup Jacques Costil. Alors voilà, Merci. prochain rendez-vous pour le Lions Club de Montigny-le-Bretonneux. Ce sera en octobre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout autre sujet, à présent, la demeure la plus chère du monde se trouve dans les Yvelines, à Louvciennes, et elle vaut 275 millions d'euros. C'est un prix important. L'heureux propriétaire, dont l'identité est tenue secrète, bénéficiera d'un terrain de 23 hectares et d'un château moderne de 5000 mètres carrés. Mickaël Elmidoro est allé y jeter un œil pour nous regarder. Derrière ces grilles de plusieurs mètres de haut, situées chemin de Béjuet à Louvciennes, se cache la maison la plus chère du monde. Bâtie sur le modèle du château de Vaux-le-Vicomte, la demeure privée construite en 2011 a été vendue 275 millions d'euros. L'acheteur bénéficie de 23 hectares de terrain et d'un château moderne de 5000 mètres carrés équipé d'une salle de cinéma de mobilier du XVIIe siècle et de plusieurs piscines. C'était une alliance en quelque sorte des techniques de construction moderne en utilisant notamment le béton armé sur lequel ont été placées des pierres qui étaient issues de carrières qui étaient les mêmes que celles qu'on avait utilisées pour des châteaux prestigieux comme évidemment le château de Versailles. Dans la ville, les 7200 habitants sont partagés sur cette acquisition. Là, je suis dans la science-fiction là, quand vous me parlez de ce château, etc. Donc c'est difficile de sortir des mots et de s'exprimer à ce sujet-là. Vous pouvez prendre n'importe quel Louvciennois, je crois qu'ils sont comme moi, ils sont dans le même état, quoi. Voilà, on n'est plus terre à terre. Non, il y a d'autres choses qui me font rêver, moi. Il y a d'autres choses qui me font rêver sans avoir autant de châteaux, non. Un bungalow, ça me fait rêver, vous voyez. J'en pense que ça a été un bon coup médiatique pour faire valoriser le village. On a connu au niveau national Louvciennes, qui est un joli petit village. De son côté, la ville ne touchera pas de pactole suite à cette vente. La transaction se fait uniquement avec des sociétés civiles immobilières. Les propriétés paieront seulement la taxe d'habitation. Ça aurait été un bol d'air pour notre commune de recevoir un droit de mutation quand même très conséquent, puisqu'on avait calculé qu'il dépassait le million d'euros.
L'identité du propriétaire est toujours tenue secrète. Selon les proches du dossier, il s'agirait d'un particulier originaire du Moyen-Orient. L'acheteur n'aurait toujours pas posé sa valise dans son château moderne de Louvciennes depuis son acquisition. Et comme tous les mercredis, c'est votre rendez-vous habituel, la chronique environnement. Cette semaine, il sera question de rénovation énergétique. Ce lundi, l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'agence locale de l'énergie et du climat ont lancé une plateforme à destination des particuliers, mais aussi des professionnels. Mélanie Poquier nous a rejoint en plateau pour nous la présenter. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. La plateforme, elle s'appelle Repère Habitat. Elle s'inscrit dans la loi de transition énergétique. Là, il s'agit d'un service public de la performance énergétique de l'habitat. Ce qui a motivé les acteurs locaux à lancer cette plateforme, c'est le manque de lien qu'il peut y avoir parfois entre les porteurs de projets, les entreprises et les particuliers. Il s'agit avant tout d'un service supplémentaire à l'espace Info-Énergie proposé notamment par l'ALEC Saint-Quentin qui se trouve actuellement à Magny-les-Hameaux à côté de l'ancienne maison de l'environnement. Je vous propose d'écouter Alexandra Rossetti, vice-présidente de l'agglomération déléguée à l'habitat. Elle était au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Il y a quelques années, en 2012, a été mis en place le prêt, par exemple, de caméras thermiques. Ça permet de voir un petit peu où sont les difficultés dans sa propriété. Mais là, pour aller un petit peu au-delà, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que c'est de l'isolation extérieure? Est-ce que c'est le toit à refaire? Voilà, tout ça, on a besoin de conseils. L'idée, c'est que n'importe quelle entreprise peut répondre, mais qu'on aide à analyser les devis, parce qu'on sait très bien que quand on fait faire des devis, on en a plusieurs et c'est pas toujours facile de comprendre techniquement quelle est la meilleure solution. Donc il n'est pas question de mettre des entreprises de côté, mais par contre il faut qu'elles répondent aux critères, bien sûr, qui sont nécessaires. Alors la rénovation énergétique, ce sont les travaux que l'on peut engager dans un logement pour qu'il y ait notamment un minimum de perte de chaleur. Perte de chaleur, parce que dans une maison, ça peut venir de différents endroits pour s'en rendre compte. Je vous propose qu'on regarde cette infographie. Dans une maison non ou mal isolée, les fenêtres peuvent laisser échapper jusqu'à 15% de chaleur. Les murs, eux, de 20 à 25%. Et les plus grosses fuites, on le voit, peuvent provenir du toit avec 25 à 30% de perte. Franck Sentier, directeur de l'ALEC, nous explique l'impact que peut avoir une rénovation énergétique. Le bâtiment consomme plus de 40% en fait, de l'énergie en France. Donc réduire la consommation énergétique des logements, c'est indispensable si on veut effectivement réduire la consommation d'énergie globale en France et du coup les émissions de gaz à effet de serre de façon à pouvoir lutter contre le changement climatique. Alors Repère Habitat, c'est un guichet unique pour les gens qui souhaitent rénover leur maison, leur propriété. Elle se découpe en 3 pôles, conseils, travaux et financement. Elle est à destination de quel public, Mélanie? Elle concerne en fait tous les Saint-Quentinois qui seraient intéressés. Je le disais, elle les met en relation professionnels et particuliers. Vous parliez de 3 pôles, il y a aussi 3 parties. Les particuliers, les conseils syndicaux et les professionnels. Pour les particuliers, elle permet d'obtenir aussi des conseils sur ce qui peut être fait dans une habitation, les travaux conseillés en fonction des analyses ou des devis réalisés, mais aussi les financements auxquels les propriétaires peuvent prétendre, puisqu'il existe des aides du département ou de l'agglomération avec le programme Habiter mieux. Il existe aussi des crédits d'impôt et des éco-PTZ, des prêts à taux zéro. Elle va donc aider les particuliers, mais elle permet aussi une meilleure visibilité pour les entreprises. C'est le cas de celle de Pascal Rambaud. Il est gérant d'une entreprise de 45 personnes sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle est spécialisée dans les agrandissements et notamment la rénovation énergétique. Il y a un deuxième point positif pour nous qui est de travailler en réseau avec des partenaires de l'agglomération, avec d'autres entreprises, avec des bureaux d'études, avec des banques qui apportent du financement, puisque c'est tous ensemble qu'un package se crée pour résoudre l'ensemble des conditions nécessaires au démarrage des travaux. Alors, ce qu'il faut savoir avec Repère Habitat, c'est que c'est un service sur le long terme, puisque les membres de l'ALEC suivront les projets pas à pas, même une fois les travaux terminés. Exact. Chaque moment clé des projets et travaux seront contrôlés par l'ALEC. Il y aura aussi un retour sur les travaux engagés. C'est un moyen de donner confiance aussi à ceux qui voudraient s'engager plus tard sur des rénovations. La rénovation énergétique étant un domaine un peu complexe, on peut parfois craindre des escroqueries ou même un manque d'informations, se dire qu'on aurait pu faire autre chose. Donc il faut savoir que pour être contrôlé, les entreprises seront proposées par la plateforme, ont signé lundi une charte qui est une sorte de label. Il y a déjà des critères, on va dire, objectifs comme la mention RGE, reconnu garant de l'environnement, qui est indispensable pour pouvoir que les particuliers puissent bénéficier des aides financières finalement. Et puis après, effectivement, on compte sur les retours d'expérience des premiers projets qui donc permettront de valider le fait que c'est des entreprises performantes.
et donc ils donneront confiance aux futures aux personnes qui viendront faire des travaux après, quoi. Donc depuis lundi et son lancement, la plateforme est accessible à tous sur le site suivant, www.repère-habitat.fr. Il suffit de vous inscrire pour trouver des conseils ou lancer dès aujourd'hui votre projet. Le plan de rénovation énergétique de l'habitat présenté par le président de la République en mars 2013 vise à atteindre l'objectif de diminution de 38% des consommations d'énergie du secteur du bâtiment à l'horizon 2020. Merci beaucoup Mélanie. Autre sujet à présent, les sapeurs-pompiers étaient à l'honneur samedi 18 juin à Montigny-le-Bretonneux. Le centre de secours a ouvert ses portes au public pour un week-end porte ouverte. Entre 2500 et 3000 personnes se sont rendues à ces journées où les combattants du feu sont revenus sur leurs histoires et les différentes missions des sapeurs-pompiers du 19e siècle à nos jours, avec des démonstrations assez impressionnantes comme vous le montrent Nicolas Dandry et Mélanie Poquet. 22 juin 1906, un feu se déclare à Montigny-le-Bretonneux. Les sapeurs-pompiers ignimontains interviennent avec une pompe à bras, une reconstitution historique d'une extinction d'incendie en ce début de XXe siècle. Nous avons donc procédé à l'extinction d'une petite maisonnette, confectionnée maison, au moyen de sapeurs-pompiers en costume d'époque et qui ont mis en œuvre une pompe à bras. Et nous avons sollicité, comme à l'époque, le public pour créer la chaîne humaine permettant l'alimentation en eau de la pompe à bras. 2500 à 3000 personnes sont venues découvrir le centre de secours de Montigny-le-Bretonneux lors des portes ouvertes ce samedi 18 juin. Différents moyens d'extinction d'incendie du 19e siècle à nos jours ont été présentés à travers des démonstrations. Objectif, découvrir l'évolution des techniques et des tenues des soldats du feu. Des simulations suivies de près par les plus jeunes. C'est aussi un des objectifs de la journée porte ouverte, c'est de créer des vocations parmi ces enfants, parmi les jeunes. Des ateliers ont permis aux enfants de s'essayer aux activités des pompiers, comme le secours aux animaux pris en charge par 5 sapeurs-pompiers du groupe animalier à Montigny-le-Bretonneux. Une mission occasionnelle peu connue du public. Dans le cadre de la protection des personnes, de l'environnement et des meubles, l'animal a une place particulière au sein de notre communauté, ce qui fait qu'on doit lui porter assistance également. Le secourisme animalier représente moins de 8% de l'activité. Avec plus de 6400 interventions en 2015, le centre de secours de Montigny-le-Bretonneux se classe au 3e rang en termes d'activité opérationnelle. Technologie à présent, lundi s'est terminée l'exposition du 4e défi technologique départemental. 200 écoles des Yvelines se sont rassemblées autour du thème entre équilibre et levier. L'objectif, la réalisation d'une œuvre remplissant un cahier des charges bien précis. Les élèves des petites sections devaient bâtir une tour dans des matériaux recyclables et ceux de l'école primaire devaient construire un objet pouvant soulever une masse de 300 grammes pendant 10 secondes. Au total, c'est 170 œuvres qui ont été exposées à la commanderie des Templiers d'Elancourt. Un défi organisé par l'atelier des sciences de Saint-Quentin en Yvelines. Écoutez les précisions recueillies par Camille Lambert. Ce défi donc a pour principal objectif de faire travailler les élèves en sciences et notamment de les mettre dans une démarche d'investigation, donc la démarche du chercheur scientifique. L'important finalement, c'est peut-être pas forcément d'arriver à remplir définitivement le cahier des charges, mais c'est d'avoir mis les élèves dans une démarche de réflexion. Hier soir, Saint-Quentin en Yvelines a célébré l'arrivée de l'été avec la fête de la musique. De nombreux événements gratuits étaient proposés aux habitants et cela jusqu'à minuit. Camille Lambert est allée faire un tour du côté de Plaisir et de Montigny-le-Bretonneux où la programmation était très variée. Regardez. Concert rock, jazz ou chorale, Saint-Quentin en Yvelines a fêté la musique mardi 21 juin. À la Clé des Champs de Plaisir, le début de soirée était consacré aux élèves du conservatoire de la ville. Petits et grands ont pu laisser libre cours à leur âme d'artiste. On ouvre la scène un petit peu à différentes catégories ou cultures musicales. D'année en année, on varie aussi. Et l'idée, c'est laisser à chacun libre expression, je dirais, de venir nous rejoindre sur la scène de la Clé des Champs. Je découvre des nouvelles musiques. J'aime bien voir les autres faire de la musique, découvrir. C'est super sympa. En plus, on est à l'abri cette année. On n'est pas à l'extérieur avec la pluie, donc un petit cadre très agréable.
À Montigny-le-Bretonneux, la ville a fait le pari de conserver l'événement en extérieur. Au centre sportif Pierre de Coubertin, une Zumba géante était organisée pour s'échauffer en musique avec un professeur. C'était génial, c'est super. Nous, on fait régulièrement et puis on s'éclate et ça fait du bien. Eh bien, écoutez, on est venu fêter la fête de la musique en famille, hein, la première fête de la musique de Mademoiselle. Ensemble de saxophones ou orchestres, 2 scènes ont été installées. Jusqu'à minuit, les artistes de la ville ont rythmé la soirée. On va avoir une succession de groupes, essentiellement des groupes qui émanent du conservatoire de musique, mais également des groupes locaux qui bénéficient de nos studios de répétition, de nos studios d'enregistrement. Mise en place en France en 1983, la fête de la musique continue de faire vibrer. Cette année encore, 120 pays l'ont célébrée. Et nous nous quittons donc en musique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.